Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belgocom 21 TV. Au sommet de cette édition spéciale, le Conseil européen qui s'est tenu du 14 au 15 décembre dernier. Pour analyser les différents points de cette édition spéciale, je suis accompagné de notre consultant maison, Monsieur Etoga. Monsieur Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus de l'invitation. C'est tout un honneur que de venir partager avec l'ensemble de vos téléspectateurs les différents points d'analyse que je vais émettre ce soir. L'Union européenne et ses États membres continuent de prêter attention aux besoins urgents de l'Ukraine en matière militaire et de défense en temps utile, en fournissant des obus d'artillerie au travers de la réforme de la facilité pour la paix. Est-ce que la théorie de celui qui veut la paix prépare la guerre est mise en exécution? C'est une des théories qui est constitutive de l'existence des nations, parce qu'on a coutume de dire que chaque État prépare la paix en développant les différentes théories de guerre, c'est-à-dire la guerre conforte la paix dans un certain territoire. Mais ici, rendu au niveau des organismes internationaux qui utilisent cette théorie pour conforter leurs intérêts ou alors garder la prégnance de leur idéologie sur les États, c'est quelque peu un monde dévoyé dans lequel nous vivons et qui se conforte au travers de ce que vous relevez ici. Qui veut la paix prépare la guerre, en faisant référence à l'institution qui évoque, n'est-ce pas, cette théorie-là dans son déploiement idéologique, ne peut que nous aider à nous dire que nous sommes dans la bonne voie des analyses que nous faisons et tout simplement évoquer ici le souci que les États et les institutions internationales ont dans la prolifération des conflits qui existent dans ce monde, du fait tout simplement d'une idéologie qui est rejetée par une bonne partie de l'humanité qui ne voudrait plus se voir subjuguée par quelque oppresseur que ce soit. C'est pourquoi dans les travaux de l'ONU, on va parler ici, cette théorie rencontre, n'est-ce pas, les travaux que l'ONU a eu à émettre, à savoir que la diplomatie préventive. Ici, on voit bien que la guerre est un élément de dissuasion, ou alors utilisé ici comme une politique diplomatique dissuasive. C'est-à-dire, on essaye de mettre en avant les éléments de guerre pour prévenir, ou alors encadrer les conflits. À savoir que la diplomatie préventive ici est mise en exergue dans la mesure où elle essaye de ne pas transformer les conflits en mouvements guerriers ou alors de cadrer les mouvements guerriers pour qu'elles ne s'extrapolent pas sur les espaces géographiques bien définis. Et ici, en l'occurrence, on parle de l'Ukraine et donc il ne faudrait pas voir les Balkans s'embraser parce que cela ne saurait conforter, n'est-ce pas, l'expansionnisme occidental aux portes de la Russie. Et donc, il faille bien utiliser tous les moyens nécessaires pour conserver ce conflit-là à l'intérieur des frontières ukrainiennes et montrer, n'est-ce pas, aux différents États qui entourent l'Ukraine ou alors l'espace des Balkans que l'Union européenne accompagne, n'est-ce pas, ses partenaires. Ici, qui veut la paix, prépare la guerre, est conforté aussi dans la mesure où l'Union européenne, en usage de cette théorie-là, se voit en quelque sorte, n'est-ce pas, ses positions au niveau international quelque peu bousculées, parce que l'interprétation que l'on fait de ce deux poids, deux mesures en Ukraine et la relation qu'elle a avec les pays sur le continent africain démontre à souhait que l'Union européenne agit en fonction de ses intérêts et en fonction non pas seulement de ce qu'elle vend comme étant celle-là pourvoyeuse de paix et hostile à l'émergence de quelque guerre que ce soit. Et manifestement ici, elle montre sa solidarité envers les pays qui se sentent oppressés. On va parler ici de la Russie qui oppresse l'Ukraine. Et donc, qui veut la paix prépare la guerre, l'envoi des obus, comme vous l'avez bien dit, est un élément fondamental de la diplomatie préventive, comme je le disais précédemment, est un élément de puissance qui montre que si la Russie s'entête
à continuer dans la lancée qu'elle s'est bien fixée, l'Union européenne ne lâchera aucun effort pour apporter soutien ou alors accompagner, n'est-ce pas, l'Ukraine vers la préservation de son intégrité territoriale. Vous voyez ici que la guerre, les éléments de guerre sont utilisés pour démontrer encore que la diplomatie préventive au niveau de l'Union européenne est quelque chose de fondamental dans la prévention des conflits. Et quand on analyse historiquement cette diplomatie préventive qui a été mise en branle par déjà la France et l'Allemagne, on voit bien qu'il y a eu le traité de Minsk qui n'a pas eu satisfaction dans les différentes négociations. Il faut naturellement aussi parler du fait que la diplomatie préventive s'articule autour du concept de négociation. Et donc à ce moment-là, vous voyez que de 2014 à la révolution de Maïdan, à nos jours, on se rend à l'évidence que cette diplomatie préventive-là a été, n'est-ce pas, mise en évolution dans la continuation d'une préparation d'un climat d'hostilité caractéristique, n'est-ce pas, de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre à proprement parler. Et non, là on voit des obus n'est que la continuation d'une stratégie huilement orchestrée dans la mesure où on essaye d'apporter et conforter nos positions aux portes de la Russie pour que les États balkans se rapprochent davantage de l'idéologie occidentale et naturellement de l'Union européenne qui aimerait, n'est-ce pas, voir ces marchés évoluer dans les pays et annihiler l'influence de la Russie sur ces territoires-là. Et donc naturellement qui prépare la paix s'accompagne avec la guerre. Ici, c'est une stratégie qui est quelque peu dévoyée dans son usage au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne et ses États membres poursuivent leurs efforts globaux, intensifs de sensibilisation et leur coopération avec l'Ukraine et les partenaires de toutes les régions du monde. Afin de proposer les objectifs clés, qui est la formule proposée par l'Ukraine, est-ce que la Russie acceptera de négocier pour le futur sommet mondial pour la paix en préparation? Poser la question ainsi, je dirais simplement que si la Russie refuse aujourd'hui de s'asseoir sur la table de négociation, on ne va que s'offusquer de ce qu'elle refuse une quelconque paix. Mais qui organise ce sommet pour la paix? On se rend à l'évidence que c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui essaye, n'est-ce pas, de réunir un ensemble de ses pairs au niveau international pour discuter de la question de la paix, non pas seulement dans l'escarcelle de son pays propre, mais dans la sphère internationale pour montrer que le chamboulement de ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde est quelque chose de sérieux parce que nous sommes empiétés par des hostilités un peu partout dans le monde, hein, que ce soit en Afrique, en Europe ou alors même dans les Amériques. Et donc vous voyez ici que la paix est quelque chose de bousculé et il faut y réfléchir pour apporter quelques solutions, les solutions les plus viables possibles. Et donc ici le président Volodymyr Zelensky s'est quelque peu fourvoyé en omettant d'inviter un des belligérants, c'est-à-dire ici le président russe à ce sommet-là, bien qu'il n'ait pas eu lieu, le sommet a quelque peu avorté. Et donc, comme il est en préparation, comme vous le dites, est-ce qu'il faille exclure une quelconque partie si on se prépare à discuter d'une question aussi importante qu'est la paix? Et donc, vous voyez ici, dès le départ, la question a été quelque peu tronquée et truquée à ce que les idées ou alors les résolutions qui sortiraient de ce sommet-là ne seront que des diktats, comme on a eu par le passé envers l'Allemagne. Et donc, ma foi, je pense que les orientations voulues par le président Volodymyr Zelensky n'ont pas rencontré les pairs pour que ce sommet aille de concert. C'est pourquoi il a quelque peu avorté. Mais au regard de ce fiasco et des aménagements qui peuvent venir au travers des récriminations qui ont été énoncées sur l'organisation précédente de ce sommet, je pense que le sommet va trouver
une oreille attentive au niveau de Moscou et quelques partenaires à Moscou. Et si vous me permettez, j'aimerais embrayer dans le sens que la Russie, au regard de l'organisation de ce sommet, a quelque peu émis, n'est-ce pas, des réticences dans la mesure où le monde n'est plus, à son sens, orienté vers une recherche de solutions de paix ou quoi que ce soit, mais est à son sens orienté vers quelque chose de fondamental, celui de la respectabilité des nations qui conforte, n'est-ce pas, l'idéologie de paix. Si vous niez une nation, n'est-ce pas, vous créez nécessairement ou naturellement un conflit. C'est le cas que l'Ukraine vit aujourd'hui parce qu'on a nié l'existence de son État et que les parties prenantes, à savoir l'Union européenne, l'ONU, essayent de rappeler à l'ordre la Russie quant à ce que l'Ukraine est une entité souveraine et il faille respecter, n'est-ce pas, ses frontières et ne pas faire perpétuer le conflit avec une idéologie, une quelconque, une soi-disant objectif qui n'aiderait pas à la résolution de quelque conflit que ce soit. Le Conseil européen envisage déjà la reconstruction de l'Ukraine au travers des recettes exceptionnelles provenant d'avoirs russes immobilisés. Est-ce qu'il est opportun de se projeter sur la reconstruction alors que nous sommes loin d'un cessez-le-feu en Ukraine? La guerre est une opportunité. La guerre est une opportunité économique. Et donc, l'Union européenne essaye déjà de se positionner dans un schéma qui lui permettrait de s'octroyer les bons vouloirs des dirigeants ukrainiens. Ici, ce n'est pas en 2023 que cette réflexion a été émise. J'ai ici devant moi le communiqué de presse fait à Bruxelles le 18 mai 2022. Il parlait déjà en ce moment-là de reconstruction. Sous l'intitulé « Ukraine, la Commission propose un plan pour une réponse immédiate de l'Union aux besoins de financement de l'Ukraine et pour sa reconstruction à plus long terme ». Vous voyez ici que les objectifs sont clairs. C'est l'accompagnement sans faille de l'Ukraine dans sa lutte contre l'oppresseur russe et naturellement à travers cela penser à la reconstruction. Mais la reconstruction ne vient qu'après la guerre. Et donc il faille ici, n'est-ce pas, ancrer dans le mindset de ce que la guerre, quel que soit le temps qu'elle va prendre, va nécessairement s'arrêter, va nécessairement se terminer. Et donc, à ce moment-là, nous avons déjà émis quelques plans pour vous accompagner dans la réflexion de la reconstruction de votre pays sur trois dimensions, sur le plan démocratique, sur le plan infrastructurel, sur le plan humanitaire, sur le plan militaire même, parce qu'ils essayent ici d'apporter déjà des aides sur le plan humanitaire, sur les différents plans que je viens de citer, mais ils vont mettre l'emphase ici pour accompagner, n'est-ce pas, l'Ukraine dans sa reconstruction sur le modèle démocratique avec un ancrage fondamental, c'est-à-dire le rapprochement de l'Ukraine est fondamental à la question, aux questions de gouvernance. Comment est-ce que l'idéologie occidentale, ou alors l'idéologie de l'Union européenne se greffe au modèle de gouvernance au niveau de l'Ukraine. S'il n'y a pas cet élément-là, il n'y a pas rapprochement entre les deux. Cela est fondamental. Et donc, si ils émettent un plan avec une assise fondamentale sur leur idéologie, vous convenez avec moi que ceci a été préparé depuis fort longtemps à cultiver les consciences au niveau de l'Union de l'Ukraine pour ce rapprochement inéluctable de l'Ukraine aux questions fondamentales que mènent aux valeurs que défendent, n'est-ce pas, les pays constitutifs de l'Union européenne. C'est pourquoi, n'est-ce pas, le parterre des chefs d'État ou alors des organisations qui accompagnent l'Ukraine sont greffés autour de ces valeurs-là, les questions de démocratie, de corruption et j'en passe. Mais si l'Ukraine perd un peu du temps à ne pas asseoir cette idéologie au cœur, n'est-ce pas, de sa gouvernance, je crois qu'elle ne sera pas bien accueillie dans le concert de l'Union européenne.
Je tiens à rappeler que le Conseil européen, c'est un organe qui définit la politique étrangère et la sécurité commune en tenant compte des intérêts stratégiques de l'Union européenne. Monsieur Toga, le Conseil européen condamne les tentatives incessantes de la Russie de saper le mandat international et son fonctionnement. Appelle tous les États à signer et ratifier rapidement la Convention de La Haye pour la coopération internationale en matière d'enquête et de poursuite du crime de génocide. Est-ce qu'il est avéré que la Russie essaye de saper la Cour pénale internationale et quelle serait la stratégie utilisée? Pour répondre à votre question, je partirai déjà sur deux prismes. Le premier étant de montrer ici que l'institution qu'on nous présente comme étant cette Cour pénale internationale est en soi une création qui ne respecte elle-même pas le droit international dans la mesure où il est à tête chercheuse. Vous avez peut-être souvenance de John Bolton, ce diplomate américain qui avait récusé la présence de cette institution dans l'espace géographique américain pour quelque enquête que ce soit. Et donc ici, la volonté de puissance des nations, ni la volonté de l'établissement de la vérité par une quelconque justice internationale. À ce moment, vous me permettrez de ne pas faire, n'est-ce pas, l'avocat du diable ici en omettant, n'est-ce pas, en émettant les réserves ou alors en reprenant sur moi les réserves qu'émet la Russie pour récuser la pertinence de cette commission, de cette Cour pénale internationale. Parce qu'il y a eu action-réaction, pour faire simple. Il y a eu action-réaction, ils ont sanctionné, ils ont émis un mandat d'arrêt sur deux personnalités russes. La Russie a tout simplement répondu en émettant un mandat d'arrêt sur un juge de cette Cour pénale internationale, ce qui montre un peu que cette Cour pénale internationale n'est pas libre de tout mouvement et ne peut aucunement s'attaquer à quelques États puissants de ce monde. Elle n'a que prégnance sur les États faibles, en l'occurrence sur le continent africain. Et ici, naturellement, la Cour perd de sa pertinence ou alors de ses objectifs d'établissement de la vérité en terrain de conflit ou alors mener des enquêtes pour la recherche du conflit. Qui envoie les informations à cette Cour? On va bien voir que c'est là toujours la communauté internationale qui chapeaute cette institution et naturellement les États-Unis sont tout le temps derrière parce qu'on va, n'est-ce pas, les organisations non gouvernementales vont nous parler très certainement des images satellitaires qu'ils utilisent comme élément de preuve pour conforter, n'est-ce pas, la décision de justice qui serait à l'encontre, n'est-ce pas, qui serait, n'est-ce pas, pour sanctionner les officiers russes. Mais pas plus tard que hier, vous avez en tête les événements de Boutcha. Il y a la porte-parole du ministère des Relations étrangères au niveau de la Russie qui est revenu avec une nouvelle théorie qui tend à montrer que c'est une organisation, c'est une machination qui a voulu, n'est-ce pas, mettre à mal la respectabilité de la Russie dans l'organisation, dans sa manière de mener la guerre sur le territoire ukrainien. Elle met ici en branle le fait que les réalisateurs de cette mise en scène, j'essaie d'utiliser ces mots, de cette mise en scène ne sont que les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Ukraine, qui ont mis en branle cette machination qu'on a connue aujourd'hui comme les événements de Boutcha. Et donc, naturellement, vous voyez ici que c'est à partir de cet instant-là que la Cour pénale internationale s'est auto-saisie de la question ukrainienne pour sanctionner les dirigeants russes et porter un mandat d'arrêt sur la tête du président de la Fédération de Russie. Vous voyez, je le dis en riant parce que c'est un peu loquace, parce que cette institution n'a pas eu cette même puissance quand il fallait s'enquérir de la situation des Irakiens pour essayer d'aller voir ce que les États-Unis ont foutu comme objectif militaire sur ce territoire-là. Et donc, le président russe a un mandat d'arrêt sur sa tête. Une des membres des commissions pour l'enfance au niveau de la Russie aussi, c'est Maria Belivda, je pense,
qui a aussi un mandat d'arrêt. Et donc, eux, ils ont répondu aussi en disant, ben, votre juge qui a mené cette action-là, aussi un mandat d'arrêt, recherché par la Fédération de Russie. Si on l'attrape, elle sera, n'est-ce pas, sanctionnée par notre propre justice. Et ceci démontre à souhait que la volonté des puissances annihile la volonté de la recherche de la vérité. Le Conseil européen fait sienne les conclusions du 12 décembre 2023 sur l'élargissement. Le Conseil européen décide d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la République de Moldavie, accorde le statut de candidat à la Géorgie et ouvrir des négociations d'adhésion avec la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que cet élargissement de l'Europe vers les Balkans n'intensifiera pas le conflit russo-occidentaux? Naturellement que ça va intensifier. Dimitri Peskov, le porte-parole de la fédération du gouvernement de la présidence russe, a déjà émis quelques réserves quant à ce que ce rapprochement ne va que produire non pas une division dans les Balkans comme on essaye de montrer ici, mais une division au sein de l'Union européenne, parce qu'il y a des visions quelque peu divergentes. Et cette division viendrait du fait que l'influence de la Russie va se déporter dans cette institution-là pour créer, n'est-ce pas, cette fracture qui nécessairement est déjà manifeste avec les positions que prend le Premier ministre hongrois. Vous savez qu'on l'a catalogué de nos jours comme étant un pro-russe. Et donc, cette adhésion ne va que produire manifestement l'extension du conflit. Aujourd'hui, avec la question de la Serbie et de la Bosnie-Herzégovine, il y a déjà quelques conflits après les élections. Il y a eu des manifestations de l'opposition en Serbie pour montrer qu'il y a toujours cette dualité idéologique sur le territoire des Balkans qui, n'est-ce pas, chacun essaye d'asseoir son influence. Et ici, en Serbie, par exemple, on parle de ce que c'est les États occidentaux qui essayent de faire une révolution de couleur. C'est la position du gouvernement russe. Ils essayent de faire une révolution de couleur sur ce territoire-là. Et ils appellent les gouvernements occidentaux à faire respecter la voie des urnes. Parce que, naturellement, on considère que le gagnant est un pro-russe. Vous voyez ici que, naturellement, les Balkans vont en pâtir parce que c'est toujours sous cette influence de la Russie dans cet espace géographique-là sur laquelle on va toujours partir. Ou c'est nous, ou c'est la Russie. Donc, le rapprochement de ces États-là avec l'Union européenne part déjà du fait qu'ils doivent choisir entre la Russie ou l'Union européenne. Et si le choix est fait, comme ça a été le cas au niveau de l'Ukraine, vous avez la révolution qui s'ensuit, le rapprochement avec les aides qui ne s'épuisent pas, qui ne s'épuisent jamais. Et donc, il y aura naturellement du rififi dans cet espace territorial-là, pour parler simplement. Justement, dans un contexte d'instabilité dans le monde, de compétition stratégique et de menaces pour la sécurité, le Conseil invite le haut représentant et la Commission, en coordination avec l'Agence européenne de défense, à présenter une stratégie industrielle de défense européenne. Est-ce que l'on assistera à la naissance d'une force européenne de défense? Ben, c'est une question déjà évoquée depuis les années 1951, la force européenne de défense. Mais elle a été d'abord établie sous le label de Communauté européenne de défense. Et donc, la question étant, c'est depuis cette époque-là, qui avait, n'est-ce pas, intérêt à faire naître une telle force. Cette force part de l'idée d'un haut responsable français qui essayait, n'est-ce pas, de mettre en place les idéaux de communauté au niveau de l'Union européenne, tout en écartant, n'est-ce pas, à cette époque-là, la République, je pense, ouest de l'Allemagne, où il y avait le communisme qui était grandissant, mais se rapprocher de la République fédérale allemande. Je pense, j'ai pas très bien en tête le découpage. Mais
vous voyez ici qu'à ce moment, c'est toujours sous le label idéologique que les choses se sont mises en place, dans la mesure où le traité transatlantique Nord est en collaboration manifeste avec l'émergence d'une communauté européenne de défense. Et partant, l'aboutissement est la création naturelle de cette force européenne de défense. Et l'ayant dit, vous conviendrez avec moi ici que le discours du président français qui, n'est-ce pas, essayait de s'approprier ce discours-là, ou alors cette belle idée, n'était que de réveiller l'existant pour le mettre au goût du jour et réaffirmer, n'est-ce pas, la position de l'Union européenne quant à ce qu'il leur faut une défense, non pas en termes d'autonomie, mais en termes de ce que les forces états-uniennes prendront plus de temps à arriver dans un espace qui est situé, par exemple, aux portes de l'Ukraine. Or, une force européenne de défense qui est chapeautée, n'est-ce pas, c'est là où c'est intéressant. J'ai ici un document déclassifié de l'OTAN, vous pouvez consulter, hein, c'est déclassifié de l'OTAN, qui essaye de montrer, n'est-ce pas, comment cette genèse est. Vous avez, je veux peut-être, c'est constitué de 6 articles, hein, et les obligations, c'est très intéressant de lire les obligations de cette institution-là. Dans l'article 8 du traité Atlantique Nord, les parties s'engagent à ne souscrire à aucun engagement international en contradiction avec le traité. Pour autant, que la corrélation des obligations soit en question, on a estimé en conséquence que le problème se limitait à assurer que les obligations contenues dans le traité établissaient la communauté européenne de défense ne s'opposaient pas à celle du traité dont les forces de défense européennes reçoivent sa direction stratégique et ses directives politiques exclusivement du traité Atlantique Nord. Ici, ce qui est intéressant, c'est l'adverbe « exclusivement ». Et donc, vous convenez avec moi ici que la constitution de la force européenne de défense n'est qu'une excroissance je vais extrapoler pour parler des Marines, n'est qu'une excroissance de la force militaire américaine qui chapeaute, qui a l'intention de chapeauter ou alors de caporaliser les forces militaires occidentales. Et cela lui permettrait, n'est-ce pas, non plus d'asseoir son idéologie, mais de confirmer sa position stratégique ou alors ses visées impérialistes sur l'espace géographique qu'est l'Occident. Et c'est ce qui met un peu, c'est ce qu'essaye de mettre en déroute, n'est-ce pas, le président russe quand il parle de l'avènement d'un monde multipolaire. Et ici, nous sommes confortés à l'idée que l'unipolarisme est une idéologie essentiellement essentiellement états-unienne qui essaye, n'est-ce pas, de caporaliser les ressources du monde entier à son bénéfice et soumettre les autres peuples, comme cela est le cas ici dans ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'Union européenne. Donc la force européenne de défense n'est pas une nouvelle idée, mais c'est une ancienne idée au moment de la guerre froide qui montre que l'évolution des changements des conflits ou alors des positions géopolitiques dans le monde permet à un certain moment de ressortir des tiroirs, des dossiers qui sont quelque peu cachés. Et ici, en l'occurrence, le président français, comme on a voulu le dire, a essayé de mettre en lumière cette force européenne de défense qui s'est déployée en Espagne pour faire quelques exercices militaires avec, je crois, 5000 hommes. Mais force est de constater que la réflexion elle date de 1951. Mais sur le 7e point de la Commission européenne d'immigration, en matière de migration, l'Union européenne continuera de suivre une approche globale en matière de migration. La lutte contre les causes profondes de migration, une protection plus efficace des frontières extérieures de l'Union européenne, une lutte résolue contre la criminalité organisée, la traite
de l'être humain, ainsi une intensification des retours. Est-ce que cette approche globale permettra de réguler les migrations? Ben, c'est ce qui est souhaitable, mais la question de l'immigration est plus complexe que ce que les Européens essayent de mettre comme solution en place, parce qu'ils essayent d'éluder le problème fondamental qui met en exergue, n'est-ce pas, ce déplacement des personnes vers un territoire pour une recherche d'une quelconque fortune. Ici, nos États sur le continent africain, pour ne parler que de cet espace territorial du monde, sont pour l'essentiel considérés comme étant des États pauvres qui font face à de multiples conflits. Et qui est l'instigateur de ces conflits-là? La question a tout son pesant d'or, dans la mesure où on va se rendre compte que c'est tout simplement une évolution des conflits sur conflits. On est partagé entre le conflit, entre la guerre et la tranquillité, la guerre, la continuité de la guerre sur le territoire africain qui ne peut que permettre ce déplacement de personnes. Et la pauvreté ambiante aussi n'est que la réalité que nous vivons sur le territoire. Et donc, qui produit tout ça? C'est très certainement, si on convoque l'histoire, on va se rendre compte qu'en grande partie, les nations occidentales ont contribué à la situation dans laquelle nous retrouvons aujourd'hui sur le continent africain, à rechercher le bonheur au-delà de nos frontières, à travers la migration. Et donc, ils ne peuvent sécuriser leurs frontières sous le fallacieux prétexte qu'ils luttent contre l'immigration. S'ils luttaient contre l'immigration, ils devaient aussi se questionner sur les questions, par exemple, du franc CFA, qu'ils sont au courant, ils sont au fait, parce qu'une de leurs députées en a parlé. Il s'agit d'Italienne qui en a parlé, qui a démontré à souhait, et même la presse allemande a montré que la France pille le continent à plus de 400 milliards de dollars l'année. Et pourquoi est-ce qu'ils ne s'intéressent pas à ces questions-là qui aidera, n'est-ce pas, au développement du continent africain et faciliterait, n'est-ce pas, et serait naturellement une solution, serait la solution la plus simple possible pour conserver ces populations sur l'espace territorial africain. Mais non, ce n'est pas leur tasse de thé. Ils veulent juste, n'est-ce pas, continuer à développer des concepts qui les aident à vendre mieux leur image sur la scène internationale, à présenter les autres comme étant des brigands, des bandits, et eux, ils sont ceux-là qui apportent, n'est-ce pas, les solutions aux problèmes que connaissent le monde. C'est à ce titre-là qu'ils essayent de traiter la question de l'immigration comme étant un problème externe à leur réalité. Or, ils sont au cœur, n'est-ce pas, de la question de l'immigration. S'ils se considèrent comme étant des personnes au cœur de cette question de l'immigration, naturellement, ils vont apporter des solutions les plus concrètes possibles. Mais comme ils considèrent que c'est un fléau qui vient, n'est-ce pas, se greffer à leurs problèmes. Ils ne connaissent pas les questions d'immigration, ça vient des autres pays. Naturellement, ils n'apportent pas les bonnes solutions et le diagnostic est faussé dans la mesure où ça nie même déjà l'humanité des autres, parce que vous niez les réalités qui les poussent à sortir, n'est-ce pas, de leur territoire. Ce n'est pas forcément les guerres que nous vivons aujourd'hui, mais c'est les conditions dans lesquelles nos États se situent ou alors vivent, sont en corrélation avec les institutions comme par exemple l'Union européenne, qui n'aident pas à construire même déjà un État non corruptible, à construire une sphère, une gouvernance sans corruption. Et donc tout ça, mêlé à ce que l'humain recherche toujours là où il peut vivre mieux. Et donc on ne peut pas s'offusquer de ce que les personnes recherchent le mieux vivre en fuyant les conflits. Bien qu'eux aussi, ils sont manifestement incapables, non pas incapables, mais ils ne sont pas au fait de ce qu'ils sont en train de se rendre dans le territoire qui les opprime. Mais bon, c'est de bonne guerre qu'ils comprennent
que la lutte que mène l'Union européenne essaye de limiter un peu, de réguler l'immigration au sein de l'espace européen. Avant de clôturer cette émission, revenons, M. Etoga, sur les biens immobilisés russes. Est-ce que la loi permet que les biens immobilisés russes puissent reconstruire l'Ukraine? Merci déjà de mettre le pied dans le plat, parce que cela me permet de sortir un document issu de l'Union européenne, à savoir la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui en son article 17 nous dit que, parlant du droit de propriété, toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est, c'est là où la nuance commence avec l'action qu'ils ont entreprise de faire, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général. Je pense, de mon point de vue, qu'ici l'action entreprise par l'Union européenne à faire usage des biens, des actifs immobilisés au niveau des citoyens russes et même des institutions russes pour la reconstruction de l'Ukraine. On parlait déjà du plan de reconstruction de l'Ukraine. C'est un des moyens utilisés pour la collecte des fonds. Vous savez qu'ils ont, avec Ursula von der Leyen, qui parle ici d'un plan inclusif et collectif pour penser, n'est-ce pas, la reconstruction de l'Union européenne, de l'Ukraine, autant pour moi. Et donc, cette reconstruction-là, venant des pays membres de l'Union européenne, doit s'asseoir sur une certaine légalité. Et c'est pourquoi votre question ici a tout son pesant d'or, dans la mesure où, à l'heure actuelle, le sujet est fort intéressant, dans la mesure où eux-mêmes, en tant que penseurs de cette action-là, se questionnent sur la légalité de leur action. Et c'est pourquoi, ma foi, la justice est une construction sociale. Ils trouveront naturellement le moyen de déposséder la Russie de ses biens et de faire gagner, n'est-ce pas, l'Ukraine, l'ensemble de ces biens-là, dans une action de reconstruction. Et donc, les juristes sont à pied d'œuvre pour essayer de trouver une astuce qui se grefferait, n'est-ce pas, à ce droit de propriété qui est fondamental pour le Russe dépossédé ici, qui peut convoquer cette action-là, qui peut intenter un procès et avoir gain de cause à la lecture simplement de cet article 17. Et donc ici, l'Ukraine, qui se froisse un peu les mains en disant merci aux biens russes et qui vont m'aider à reconstruire mon pays. Mais cela doit être encadré par une certaine légalité que l'Union européenne essaye ici de mettre en place pour ne pas se faire voir intenter un procès et le perdre devant les juridictions compétentes. Et donc, la question peut être creusée par des juristes qui sont plus à même que moi d'interpréter cette disposition légale. C'est ici que s'achève cette édition spéciale. Nous vous souhaitons une nouvelle année 2024 pleine de bonheur. Et merci de nous avoir suivis durant toute cette année 2023.